Herzlich willkommen. Die Zukunft der Menschheit sieht leider nicht sehr rosig aus. Die Klimakrise nimmt ihren Lauf. Bald werden ganze Erdteile womöglich kaum noch bewohnbar sein. Wie schaffen wir es also, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und eine gemeinsame Vision einer besseren, nachhaltigen Welt zu entwickeln? Darüber spreche ich jetzt mit der französischen Philosophin Corinne Belluchon, die soeben ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Durchquerung des Unmöglichen, Hoffnung in Zeiten der Klimakatastrophe. Frau Belluchon, auf der ersten Seite Ihres Buches schreiben Sie, Hoffnung sei das Gegenteil von Optimismus. Wie muss ich das verstehen? Oui, en français, on a la chance d'avoir deux mots, espoir et espérance. Et l'espérance n'est pas une attente personnelle. Et en plus, c'est toujours en dépit d'eux, comme vous l'avez suggéré. Alors c'est le contraire de l'optimisme, qui est une posture qui fait croire qu'on a la solution à tous les problèmes et qui est un peu le masque du déni. Alors que l'espérance, au contraire, suppose que je prends la mesure des difficultés, de ma faillibilité aussi, d'où le titre. L'espérance ou la traversée de l'impossible, traverser le négatif pour en sortir, mais pas immédiatement et pas de manière spectaculaire, comme un soldat va au front ou à la guerre. Also man macht sich keine falschen Illusionen, sondern man schaut den Dingen ins Gesicht, in den Abgrund und akzeptiert das auch, das Schlechte. So, das gehört dazu, zur Hoffnung. Oui, l'espérance suppose un rapport à la perte. Et c'est paradoxal parce que j'essaie de montrer que certes, l'éco-anxiété, la perte d'horizon, la perte d'espérance, le désespoir, puisqu'il en est question, au niveau individuel comme au niveau collectif, pour des raisons personnelles comme par rapport au climat, évidemment, ce sont des émotions négatives. Le sentiment d'être bloqué, de ne pas avoir d'avenir, de ne pas pouvoir respirer, parfois la honte d'être dans cette situation, l'impuissance, la colère, donc des sentiments négatifs très très forts, qui rendent très très malheureux, qui bloquent. On a le sentiment d'être en prison. Mais justement, je montre que c'est paradoxal, la situation actuelle, qui nous demande une remise en question de beaucoup de choses, eh bien, nous interdit le déni, et aussi nous enseigne à traverser, à apprendre, à endurer ces émotions négatives et peut-être à en finir avec la posture de la maîtrise, de la toute-puissance et l'espérance. Comme le dit Peggy, le poète que je cite, est comme une petite fille qui n'est pas spectaculaire mais qui donne une énergie que la plupart du temps on ne voit pas. Mais évidemment, tout le livre, c'est de montrer comment elle peut naître ou pas. Über das werden wir noch sprechen, aber Sie haben diese negativen Gefühle angesprochen. Manche sprechen auch von Klimaangst, von Depression sogar, von Trauer angesichts des Verlustes der Natur. Sind das Gefühle, die Sie persönlich auch kennen? Oui, alors en fait, j'ai écrit ce livre pour un grand public parce que je voulais m'adresser aux personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont le sentiment qu'elles n'ont pas d'avenir. Pour des raisons personnelles, parce qu'il n'y a pas d'emploi, ou aussi parce que le monde actuel, avec toutes ces crises et les réponses insuffisantes que nous donnons, eh bien, font qu'on est en colère, on a le sentiment qu'on ne s'en sortira pas. C'est vraiment la traversée de l'impossible, donc on ne s'en sortira pas. Il ne s'agit pas de dire que demain ça ira mieux ou qu'on a tout pour s'en sortir. C'est une insulte de parler d'optimisme dans cette situation. Donc je voulais m'adresser à ces personnes et aussi utiliser mon expérience personnelle parce que j'ai, dans le passé, il y a longtemps, traversé des périodes de dépression et aussi d'éco-anxiété, c'est différent, pour avertir sur les dangers de la dépression qui comporte une dialectique destructrice où le chagrin eh bien, s'inverse en destructivité, en haine de soi et de la vie, mais aussi pour montrer que l'éco-anxiété, qui est liée à des émotions négatives, perte, sentiment d'être enfermé, eh bien, elle a une origine différente, parce que c'est quand même le désir que l'humanité soit enfin à la hauteur, et c'est l'amour de la vie qu'il provoque. Mais ce que je voulais surtout, c'est utiliser cette expérience pour voir qu'il n'y a pas de solution, mais que c'est d'une certaine manière, et c'est paradoxal, quand on abandonne toutes ces illusions, toutes ces fausses illusions, ces faux schémas, où on est toujours crispé sur soi, où on est dans la projection, l'attente de quelque chose, qu'on laisse la place à l'inconnu. Et l'espérance, c'est
l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas, à l'inconnu. Et d'une certaine manière, mais c'est très paradoxal, c'est que notre situation où tout est bloqué est peut-être l'occasion, mais évidemment quand on endure tout cela et avec des dangers dont je parle, même politiquement, eh bien d'apprendre à faire un inventaire sur ce qu'il faudrait changer, sur ce qu'il faudrait conserver. Et voilà. Mais c'est très, évidemment, l'intérêt du livre, c'est que, je crois, il y a la poésie, il s'agit de voir comment on peut respirer et ressentir le rapport à la vie quand justement on a pratiquement suffoqué. Ja, aber was hat Ihnen, wenn ich fragen darf, persönlich geholfen und Hoffnung gegeben in diesen schwierigen Zeiten? Sie haben Angst erwähnt, Depression erwähnt, Sie haben längere Phasen auch erlebt, seit dem Tod Ihres Bruders, ganz früh immer wieder. Was hat Ihnen Hoffnung gegeben in diesen schwierigen, dunklen Zeiten? Ce serait difficile de dire cela. Moi, je n'ai pas parlé de ma vie dans ce livre. Je confesse juste en quelques lignes au départ dans la préface que je sais un peu de quoi je parle. Et quand j'étais plus jeune, j'ai manqué d'espérance. Et je commence le livre en disant qu'aujourd'hui, on manque non pas d'idéologie, il y en a beaucoup, mais d'espérance. Et qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas une attente personnelle, ce n'est pas non plus l'optimisme ou la négation de la difficulté, mais c'est la traversée de quelque chose où on pense justement ne pas avoir d'avenir, d'horizon. C'est une énergie, personne ne peut la produire, personne ne peut avec un livre produire l'espérance. On peut bien sûr bâtir une utopie qui a quelque chose de transformateur et qui peut donner une attitude pour trouver des solutions, comme chez Kant. Il ne doit pas y avoir de guerre, il sait qu'il y en aura, mais c'est un horizon permettant à l'humanité de trouver des institutions pouvant construire la paix. Mais là, moi, je voulais vraiment décrire d'abord ce que c'est que le désespoir, pourquoi c'est un mensonge, puisqu'on ne voit que quelque chose de négatif, comment arriver à se sortir d'une certaine manière de cette dialectique où on est entraîné à tout voir de manière négative. Mais ce que je voulais aussi, c'est aux personnes qui ont des enfants ou qui connaissent d'autres de jeunes personnes souffrant d'éco-anxiété, leur dire que ce sont des sentinelles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui devraient aller voir un psy parce qu'ils auraient des maladies psychiques, etc. C'est aussi, je crois que la situation actuelle oblige de voir en face la réalité, de prendre la mesure non seulement de notre vulnérabilité, mais de celle de notre civilisation et de remettre en question des pans entiers de notre éducation. Et il est normal d'avoir une sorte d'effondrement psychique qui est une réponse à cette situation. C'est le contraire du déni. Maintenant, après, la plupart du temps, on va ne pas accepter de traverser jusqu'au bout ce passage et on va trouver des solutions miracles ou bien des leaders qui feront croire qu'il y a une idéologie qu'il faut suivre, ou on aura la tyrannie du bien. Moi, je dis il faut traverser cela avec, d'une certaine manière, humilité, et on voit qu'il y a des choses précieuses. Et justement, l'espérance, c'est la capacité à voir dans le chaos du présent, en dépit de Trotz, toutes les régressions possibles, les signes simples, faibles, les signes avant-coureurs, die Vorworte. Also, dass man schon Anzeichen, leichte Anzeichen sieht für das, was Sie eine Utopie, eine Vision nennen, einen Horizont wieder. Aber man muss durch die Verzweiflung hindurchgehen. Sie sagen auch, Hoffnung ist überwundene Verzweiflung. Aber sind wir als Gesellschaft schon so weit? Haben wir sozusagen den Fakten schon ins Auge gesehen und losgelassen und schon uns zugestanden, dass das meiste nicht mehr zu retten ist? Ah ben c'est la difficulté. Je pense qu'il est très difficile pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de politiques de renoncer à l'attitude de domination envers autrui, envers soi-même, même de la répression de sa propre vulnérabilité. Et il y a toujours cette volonté de contrôle, de crispation sur soi, où l'idéologie, c'est une manière figée de voir les choses. Donc, et encore une fois, il est plus facile de l'écrire que de l'expliquer. On n'est pas comme dans la philosophie. D'habitude, on peut décliner des thèmes. Là, il s'agissait de parler d'une attitude qui n'est pas spectaculaire. Et c'est pourquoi Péguy, je trouve, Charles Péguy, le poète, qui est mort très jeune, l'exprime bien. Il compare l'espérance à une petite fille qui n'a l'air de rien, mais qui
traînent ces deux grandes sœurs, l'espérance est une vertu théologale, ces deux grandes sœurs, la charité comparée à une mère et la foi comparée à une épouse loyale. Et la petite fille Espérance, c'est cette énergie, mais qui n'a l'air de rien. On s'imagine, et vous le disiez dans votre gestuelle, eh bien, bon voilà, on va avoir la solution, on va avoir une idéologie, un grand soir, ou bien une tyrannie du bien, on coupera le monde entre les purs et les impurs. Et justement, l'espérance, c'est finalement l'attente, l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas, ça vient ou pas, mais on peut la bloquer précisément quand on s'arc-boute, quand on s'accroche à des projections. Et je le dis aussi en citant au niveau individuel l'épisode que raconte un psychiatre sur un de ses patient qui voulait se suicider, qui va dans la forêt et qui tout d'un coup voit une belette passer et il dit « Tu n'as jamais vu de belette, donne-toi le temps ». Comme s'il y avait quelque chose qui l'avait déplacé. Hein, c'est ça. L'idée, c'est qu'il est vrai que toutes les mauvaises nouvelles que nous avons, ou bien nous poussent à oublier, à être dans le déni, la consommation, ou bien parce qu'on se sent tellement impuissant à embrasser des idéologies qui nous font croire que nous sommes puissants. C'est par procuration. Nous allons adhérer ou suivre un chef charismatique. On voit bien le populisme, la polarisation. C'est normal dans ce contexte-là qu'on l'a. Et là, ce que je montre, c'est que justement, il s'agit d'apprendre, non pas à perdre, mais à accepter de perdre ses illusions. Ja, ja. Et on découvre quelque chose qu'on n'attendait pas. Sie sagen sogar noch mehr. Sie sagen, es braucht einen Schock. Alors ça, Also Sie haben natürlich jetzt von dieser Schwäche gesprochen, die wir auch akzeptieren müssen. Wir sind verbundene Naturwesen, wir sind verletzlich, wir müssen nicht alles beherrschen, weg von diesem Herrschaftsdrang. Aber Sie schreiben im Buch, es braucht so etwas wie einen Schock. Was wäre das? Wie könnte das aussehen? Oh bah écoutez, les chocs, on les a déjà. Hein. Les chocs, la guerre, c'est quand même l'irruption de la guerre en Europe, c'en est un. Le choc, alors c'est vrai, la grande question, c'est comment on passe de la conscience à l'action, de la théorie à la pratique, puisque tout le monde sait qu'il y a un réchauffement climatique, tout le monde sait que les animaux souffrent, et peu changent leur style de vie, et nos gouvernants tardent encore à apporter des réponses qui soient à la mesure des défis. Eh bien, c'est vrai qu'il faut incorporer les choses. L'idée, c'est vraiment une conscience, une transformation de soi, mais aussi une conscience qui n'est pas seulement intellectuelle. Et c'est là que moi j'avais déjà écrit dans Éthique de la considération une réflexion sur l'éthique comme transformation de soi, comme élargissement de la sphère de ses intérêts, de sa considération. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution si on veut une société plus mature et des êtres plus matures. Bien sûr, il faut des normes, des réglementations, mais il faut aussi que ces personnes aient d'autres aspirations, d'autres désirs, d'autres manières d'être avec les autres et se réconcilient avec leur finitude, leur vulnérabilité, ce qui est évidemment difficile. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de grands chocs, donc d'une souffrance. Mais après, il y a qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance? Et c'est un peu ce que j'essaie, là, dans ce texte, qui est un peu littéraire, j'essaie de montrer un peu ce qu'on peut faire. Et surtout, les dangers, mais aussi ce que c'est que justement ce passage d'une nuit à une petite lueur, mais qui change tout. Ich möchte jetzt noch ein bisschen von diesem Buch weg, weil Sie haben ganz viele andere große, dicke, schöne Bücher geschrieben. Und etwas, das auffällt, ist der Körper, dass der immer ganz wichtig ist bei Ihnen, auch die Ernährung zum Beispiel. Also wir müssen mal über dieses Menschenbild sprechen, das Sie haben, wo Sie denken, das brauchen wir auch. Wir brauchen einen Wandel, wie eine geistige Revolution, ein neues Menschen- und Naturverständnis. Und Sie sagen, die Trennung zwischen Kultur und Natur, zwischen Mensch und Tier, alle diese Trennungen, die müssten wir eigentlich aufheben oder aufweichen, einebnen. Können Sie das erläutern? Oui, le dualisme nature-culture, humain, animaux, raison, émotion est au cœur des problèmes, si je puis dire. C'est vrai que c'est dénoncé aujourd'hui, et l'écologie n'est pas seulement réduite à la lutte contre le réchauffement climatique, elle a cette dimension anthropologique, spirituelle dont vous parliez, au sens où elle demande de penser son rapport à la nature,
autrement. Nous ne sommes pas un empire dans un empire, et le mot même environnement, qui fait penser à un entour, quelque chose qui est autour de nous, ne convient pas. Donc nous avons l'idée d'une interdépendance entre nous et les autres vivants, d'une dépendance à l'égard des éléments, de l'air, de l'eau, etc. Moi, beaucoup le disent. Moi, ce que j'ai essayé de faire depuis plus de 15 ans, c'est construire une philosophie de l'existence qui puisse donner naissance à une éthique et une politique écologique, et prenant en compte les animaux. Mais je commence par la condition humaine en tant qu'elle n'est pas seulement liée à l'intellect, à la liberté, mais au corps. Et qu'est-ce que c'est plutôt la corporéité? C'est quoi? C'est pas seulement avoir un corps, être mortel, c'est l'idée qu'il y a une passivité. Je meurs, il y a la vulnérabilité, qui est une passivité. Quand je n'arrive pas à dormir, l'insomnie, la douleur, la souffrance psychique, je ne contrôle pas, c'est des phénomènes qui m'arrivent mais qui échappent à ma maîtrise. Et puis, il y a une autre dimension, l'alimentation, c'est l'incorporation, tout ce dont je vis, au von Wirleben, l'eau, l'air, qui souligne le fait que l'existence n'est pas seulement une projection, elle n'est pas seulement liée à la liberté, elle est aussi liée au plaisir et à la dépendance à l'égard des aliments, à la matérialité. Et si on prend au sérieux la vulnérabilité et la matérialité de l'existence, alors la protection de la biosphère, condition de mon existence, le lien aux autres vivants et le besoin des autres et de soins font partie du sujet et sont au cœur de l'éthique et de la politique, laquelle n'est plus un jeu, J-E-U, entre nous, un spiel entre nous humains, mais c'est vraiment ça jette une lumière sur la condition humaine qui est liée à la réceptivité, à la passivité, au plaisir, et à partir de ça, j'en ai tiré des conséquences normatives pour penser un nouveau contrat social qui ne soit pas seulement lié à la sécurité entre nous et à la coexistence, donc entre les libertés, ni à la réduction des inégalités, qui sont déjà très importantes dans le contrat social classique, mais l'écologie et le rapport, la justice envers les autres vivants étaient au cœur du contrat social parce qu'ils sont au cœur du sujet. Donc ça, c'était... Genau, das heißt, wir leben wir sind ein Stück Natur inmitten von Natur. Oui. Wir leben in einem großen Ganzen, wir sind verbunden, wir sind abhängig, wir essen Tiere, Pflanzen, wir bestehen letztlich aus all dem, das schreiben Sie in diesem Buch, wovon wir leben. Was sagt denn jetzt essen ja immer noch viele, Sie selbst sind Veganerin, Sie essen keine tierischen Produkte schon länger, jetzt essen ja immer noch viele von uns Tiere aus Massentierhaltung, Fleisch, Käse, Milch und so weiter. Was sagt das über uns aus, dass wir mit dieser Art von Ernährung? Alors, l'alimentation carnée, c'est évidemment un problème éthique. C'est-à-dire que l'éthique n'est pas seulement une discipline intellectuelle liée à des principes, bien, mal, à des méthodes. Elle prend sens dès qu'on existe. Parce que vivre, c'est toujours vivre de choses et vivre avec les autres. Je mange, j'ai un impact sur ceux qui produisent les nourritures et sur ceux que je mange ou pas. C'est-à-dire que vraiment, l'éthique, c'est la place que j'accorde ou non aux autres humains et autres qu'humains au sein de mon existence. Donc c'est vraiment important et en plus c'est une incorporation. C'est vraiment pas quelque chose dont je me sers comme ça. Donc je vis des choses. C'était pour ça que je parlais de nourriture aussi, pour désigner pas seulement l'alimentation, mais tout ce dont je vis. Mais c'est vrai qu'on voit l'alimentation est un fait social total. Il a une dimension éthique, il a une dimension économique, puisque la manière dont nous partageons les ressources, l'impact de notre mode d'alimentation sur certains pays, la production du soja, la déforestation. On sait que le coût de la viande en eau et sur l'environnement est important. Il y a une dimension pour les animaux, leurs conditions de vie. Quand on est presque 8 milliards, si on mange de la viande très souvent, la réponse ne peut être que l'élevage industriel, dont on connaît les conséquences pour les animaux. Puis il y a une dimension de plaisir et aussi très intime, puis c'est lié à l'alimentation, pensons à Proust et à sa Madeleine, c'est lié aux souvenirs, à tout un tas de choses. Bon. Donc, et l'émancipation trouve aussi un lieu dans les modes d'alimentation. On le voit chez les jeunes, des gens comme moi, où on a décidé que la manière dont nous mangeons était une manière de dire ce que nous sommes, Bezeugung, attestation, le lien avec les convictions, Bezeugung, et ce dont on témoigne, Zeugnis. Donc du coup, et ça, je pense que c'est très important. Et ça, c'est un horizon d'espérance, parce que ça veut dire que l'avenir n'est pas figé. On peut,
des signaux, par ces signaux faibles ou ces petits actes qui ne suffisent pas, eh bien, dire c'est un monde que je n'accepte pas de faire couler le sang des bêtes comme ça, et je prouve, et je le dis dans ma vie, dans mon corps, et je le mange chaque jour, sans être tyrannique. Mais donc ça, c'est quand même important. Sie haben auch ein Manifest für die Tiere geschrieben, wo Sie konkrete Vorschläge machen. Ich habe mich gefragt, wenn wir nur ein Lebewesen inmitten von anderen Lebewesen sind, kann man da noch sagen, dass der Wert eines Menschenlebens höher ist als der Wert eines Tieres? Wie grenzen Sie sich da ab? Oder was ist Ihre... Alors ça, c'est une question fondamentale pour moi et pour, je crois, le public. Moi, je ne sais pas. Pour moi, l'humain est spécifique. Nous avons nos désirs, les représentations jouent dans nos désirs, nous avons un rapport à l'histoire. C'est d'ailleurs, nous avons la chance que les animaux ne se souviennent pas de toutes les massacres que nous avons perpétrés envers leurs ancêtres. Nous sommes structurés par l'historicité, donc nous avons des spécificités, nous sommes responsables envers des êtres dont nous ne voyons pas le visage ou qui ne sont pas encore nés. C'est bien là, alors que les animaux ne seront pas responsables. Peut-être on ne peut pas parler vraiment de responsabilité pour eux. Donc il y a vraiment des différences. Mais surtout, moi, j'essaie non pas de dire que la question animale, la question écologique enterrerait l'humanisme, mais je considère que ces questions renouvellent l'humanisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser un humain en dehors de la nature, mais il ne s'agit pas d'oublier ses spécificités. Et c'est à partir d'une manière de changer son regard sur soi-même, sur ce qu'est la liberté, de penser une liberté investie, de penser une responsabilité à l'égard des autres vivants et de la nature, que l'on peut protéger la nature. Donc l'humanisme, c'est un humanisme de l'altérité et de la diversité. Il y a les autres vivants mettent en forme le monde, écrivait Merleau-Ponty, qui parle des animaux comme d'autres existences, ce ne sont pas des choses. Pour eux, il y a aussi une précarité, les choses ne tombent pas tout comme ça. Mais évidemment, leur comportement est signifiant, mais il y a et nous ne les comprenons pas toujours. Donc il y a une hétérogénéité des accès au réel. Et l'humain, moi, quand vous disiez ce manifeste sur des tireuses, c'était un ouvrage qui politisait la question animale. D'abord, elle est importante en elle-même, mais elle a une dimension stratégique. Elle est un coup de projecteur sur ce que nous sommes devenus, sur ce qu'un modèle de développement fondé sur l'exploitation illimitée de la nature et des autres vivants a fait de nous, au point où la manière dont nous élevons les animaux doit être cachée, dont nous tuons les animaux doit être cachée, parce que c'est trop honteux. Donc là aussi, c'est très difficile de regarder en face la réalité de la souffrance animale, ça rend presque fou. Après, on en fait quoi? Moi, dans une démocratie, j'ai essayé de trouver des outils juridiques et politiques permettant, dans une démocratie fondée sur des différences d'intérêts et de représentation, dans une démocratie pouvant prendre en charge l'amélioration de la condition animale de manière assez radicale, mais néanmoins en tenant compte des rythmes et des contextes socio-économiques, pour avancer sur cette question, parce que je pense que c'est une question, un horizon d'espérance et même un progrès moral, j'ose le terme. Et en même temps, il y a énormément de blocages. Genau, und es ist etwas, das viele von uns mit einem geschlechten Gewissen tun. Und es ist diese Entfremdung da. Wir konsumieren diese tierischen Produkte und wir wissen nicht genau, noch fast niemand von uns hat ein Tier selbst getötet und ihm in die Augen geschaut. Und Sie haben es angesprochen, dieses Gesicht auch. Und das ist etwas sehr Wichtiges auch für Sie in der Tradition. Sie sind Philosophieprofessorin in Paris. Gustave Eiffel Universität. Sie haben die Phänomenologie erwähnt, das ist eine philosophische Richtung. Die Merleau-Ponty haben Sie erwähnt, für den der Körper sehr wichtig ist, die Phänomene, das Aufspüren. Und eine wichtige Figur, ein Vordenker von Ihnen, ist Emmanuel Levinas, ein litauisch-französischer Philosoph. Und für den war das Gesicht, das Antlitz, sehr entscheidend. Er sagt, das ist sozusagen die Wurzel der Moral und auch unserer Verantwortlichkeit. Und das gilt wahrscheinlich auch für Tiere. Was er damit genau meint, das hören wir mal selbst kurz zu. L'autre homme,
qui, de prime abord, fait partie d'un ensemble, et qui sont toutes mes données comme les autres objets, comme l'ensemble du monde, comme le spectacle du monde. Et l'autre homme perce, de quelque manière, cet ensemble, précisément par son apparition comme visage, qui n'est pas simplement une forme plastique, mais qui est aussitôt un engagement pour moi, un appel à moi, un ordre pour moi de me trouver, je dirais, au service de ce visage. Et c'est ça que j'appelle cette manière de commander du visage, c'est ça que j'appelle la parole de Dieu dans le visage. Also der Appell, der Befehl, das Gebot sieht man im anderen, im Gesicht. Da ist die Moral zu Hause. Oui, pour Lévinas, le visage n'est pas la face physique, hein, le nez, la bouche, c'est l'autre qui n'est pas un exemplaire d'un genre, humanité. C'est toujours son altérité, c'est-à-dire que l'autre, je n'en fais jamais le tour. Il est toujours plus que ce que je vois de lui, que ce que je sais de lui. Ce n'est pas comme une table. Bon, bien, il y a plusieurs tables, mais la définition dans le dictionnaire me permet de voir ce que c'est. Sie auch dieses Rätsel, der andere, oder? Oui. Dieses Unfassbare. Voilà, exactement. On n'en fait jamais le tour, et donc l'autre est transcendant. Et c'est un phénomène, puisque je le vois, je le rencontre, mais sa richesse, sa signification excède sa phénoménalité, son visage apparent. Donc c'est un phénomène paradoxal, puisque je le vois, c'est une expérience, mais elle souligne les limites de mon pouvoir de connaître et d'embrasser, de maîtriser, et cela m'introduit à une dimension, il dit, qui est l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique est quelque chose qui n'a rien à voir avec le donnant-donnant, avec la compréhension, la connaissance, le sujet, l'objet. C'est un choc et qui me déplace. Et du coup, au lieu d'être tout seul, eh bien, je vois qu'il y a un autre qui m'échappe. Et donc, c'est là. Et il y a à même le visage de l'autre. Eh bien, tu ne tueras point. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir faire le tour d'autrui, le fait qu'il est au-delà de ma capacité, souligne aussi que le meurtre ou la violence, le fait de faire taire autrui, est une transgression majeure, puisque je m'accorde un pouvoir sur ce qui excède mon pouvoir. Donc, parce que c'est difficile d'être devant un autre qui, justement, d'une certaine manière, me fait tomber de mon piédestal. Je ne suis pas tout seul au monde. Alors, Lévinas n'accorde pas un visage aux autres animaux. Les humains et les animaux sont différents. Je l'ai dit, les animaux ne seront pas forcément responsables de nous. On ne peut pas parler comme ça, mais ils entrent au moins, ce sont au moins les objets de notre responsabilité. Plus profondément, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est me demander ce que nos usages des autres vivants disaient de nous. En quoi ça jetait un projecteur sur nous, en quoi même tout ce qui est fait, eh bien, révéler les traits de notre visage, nous montrer qui nous sommes. Das gilt natürlich auch für die Tiere. Wir haben hier ein Bild mitgebracht, zum Beispiel von einem Schwein, eingesperrt hinter Gittern. Und man kann ihm in die Augen schauen. Viele kennen dieses Erlebnis aus dem Zoo, vielleicht bei Menschenaffen, wo man spürt. Il y a quelqu'un derrière ses oreilles, tout ça. Il y a un être qui vit, qui veut vivre, qui a une subjectivité, qui vit sa vie à la première personne, qui n'est pas une machine, qui n'est pas une chose, et qui donc assigne des limites à mon droit de tout faire, ce qu'est la définition de l'éthique et même de la justice. Donc on voit que la phénoménologie, commençant par la description de nos expériences, de la rencontre de l'autre, humain, animaux, de notre expérience quand on mange, quand on habite quelque part, on prend de la place. Donc, eh bien, jette une lumière sur la condition humaine qui est très riche et qui a comme conséquence que habiter, exister, c'est pas seulement avoir des projets, c'est prendre de la place, habiter la terre, cohabiter avec les autres humains et autres qu'humains. Manger, c'est d'emblée
faire de la place ou non aux autres humains et autres qu'humains, dire si on est prêt à les faire souffrir comme on le fait pour une petite tranche de foie gras, etc. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que la phénoménologie implique des structures de l'existence. On ne parle pas de valeurs. Souvent, la morale, le problème, c'est comme dans la chanson de Léo Ferré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est toujours la morale de quelqu'un. C'est subjectif. C'est une manière de dire ce que je dis, c'est bien. En fait, c'est très particulier, c'est très relatif. Alors que là, on a plein de pans de notre existence qui sont socialement et culturellement déterminés. Mais il y a une planète, nous naissons tous, nous mourrons tous, nous avons faim, nous avons soif. Donc à partir de la description des conditions de notre existence, on fait surgir des structures de l'existence qui peuvent offrir à la pensée écologique quelque chose d'important. Das ist interessant. Also, und Sie sagen ja, dieses ganzheitliche Denken, dass wir alle Lebendigen, alle Lebewesen mit einbeziehen, dass wir abhängig sind von ihnen, dass wir ein Miteinander brauchen und nicht dieses Herrschaftsschema. Die Wurzel davon liegt auch zum Teil in der Aufklärung. Und Sie sagen in einem Ihrer Bücher, wir brauchen eine neue Aufklärung. Was ist denn kurz gesagt falsch gewesen an der alten Aufklärung, die wir kennen? Alors d'abord, il faudra dire pourquoi parler des Lumières, même de nouvelles Lumières, après Auschwitz, Hiroshima, les crimes coloniaux, les difficultés que nous avons à maîtriser les technologies et la dégradation de l'environnement. On pourrait dire que beaucoup, d'ailleurs, d'écologistes refusent les Lumières qu'on considère comme à la racine de nos problèmes. Ce que je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même des choses à préserver, mais ce seront des Lumières après l'effondrement des Lumières, après la critique par les post-coloniaux des crimes coloniaux et de ce geste hégémonique de l'Occident qui s'abrite, se cache derrière des principes généraux pour imposer un mode de vie. Et ce sera après une critique sérieuse, en tout cas pour moi aussi, de ce dualisme nature-culture qu'on trouve aussi chez les Lumières. Mais vous disiez, les Lumières, il faut de nouvelles Lumières. Ben, justement, moi je pense que les Lumières, c'est lié à un projet d'émancipation. Et les Lumières individuelles et collectives, ça veut dire que l'avenir n'est pas figé. Et que c'est même une attitude, ce n'est pas un corps de doctrine, c'est la manière dont des êtres humains, à chaque époque, dans chaque continent, regardent son présent pour identifier les dangers et les défis. Et c'est vrai que ce qu'il y a à sauver dans les Lumières, c'est quand même l'autonomie, la liberté, l'idée de construire une société sur l'égalité et pas sur un ordre hiérarchique, essentialiste, qui justifierait l'asservissement d'une partie de l'humanité. Mais évidemment, il faut retravailler tout cela parce que c'est un peu vieux, ça ne correspond pas. Vous voyez, il faut penser l'autonomie ou la liberté à la lumière de notre interdépendance, de notre vulnérabilité, ce qu'on a dit. Et voilà. Et moi, j'ai essayé de montrer que les Lumières nouvelles ne seraient pas l'application de principes passés à la situation actuelle, mais nécessiter un saut. Justement, ce choc dont vous parliez tout à l'heure, qui est lié à la prise en compte de la destructivité de l'humain et de la responsabilité à l'égard du passé meurtrier, de l'Occident d'ailleurs. Et que justement, pour moi, la clé de Nouvelle Lumière, c'est quand même ce dépassement du dualisme nature-culture et cette réconciliation entre la raison et les émotions. Donc du coup, l'écologie est une force émancipatoire. C'est vraiment lié, c'est pas seulement la lutte contre le changement climatique, c'est vraiment lié à une autre manière de penser l'humain dans son rapport à l'autre que lui. Donc l'altérité, la matérialité de notre existence, tout ça, c'est vraiment das ça. Das ist interessant, ja. Also, dass es auch Ökologie ein Teil der Emanzipation ist, weil dieses vermeintlich andere, das wir Natur nennen, das sind wir selbst. Wir sind Teil davon, wir sind abhängig davon. Und Sie sagen, aus einer weiblichen Perspektive
ist das Einleuchtende auch dass der Körper so zentral ist. Sie schreiben zum Beispiel, dass die Wechseljahre, das Klimakterium, ist für Sie auch eine Metapher für den Klimawandel, für all diese Metamorphosen, die wir als Gesellschaft durchlaufen müssten, wenn wir das überstehen wollen. Also diese neue Aufklärung ist, wenn ich sie richtig verstehe, auch irgendwie eine weibliche Aufklärung. Alors, dans la métaphore Wechseljahre, d'abord le mot en allemand est très dynamique, hein, donc c'est ça qui m'intéressait. C'était un petit peu une pointe, un peu d'humour dans le livre L'espérance, die Durchquerung des Unmöglichen, parce que j'avais commencé par la dépression, les choses négatives, et à la fin, je voulais insister sur la dimension d'émancipation, mais aussi joyeuse de la maturité et sur la métamorphose. Comment accepter? C'est vrai que Wechseljahre, il y a beaucoup de choses qui chauffent, comme le climat, mais il faut accepter des pertes, mais ça peut être une chance. Mais évidemment, il faut se dégager soi-même de schémas qui font à croire qu'après 30 ans, 40 ans, eh bien, une femme serait au placard ou n'aurait plus une vie intéressante. Donc, du coup, c'était une sorte d'humanisme, de féminisme, pardon, qui n'est pas contre les hommes du tout, mais qui s'appuie sur l'expérience du temps, que les femmes ont peut-être un peu, de façon, dans notre société, plus marquée, puisque, bon, voilà. Mais je dirais que c'était quand même un petit chapitre de ce livre. Dans les Nouvelles Lumières, moi, j'ai quand même une ambition universalisante, c'est-à-dire que avec l'approche phénoménologique, la description de la condition humaine, j'essaie de dégager des outils intellectuels ayant une dimension universalisable, pouvant donc offrir des outils pour d'autres cultures, mais évidemment, c'est un universalisme en contexte et ce ne sont pas des valeurs. Donc ça, c'est très important. Mais les Lumières, c'est quand même aussi un projet politique. Les Lumières, c'est aussi une structure intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble c'est une attitude de remise en question du présent en identifiant les dangers et les défis. Il y a l'idée d'une énergie. Par la réflexion critique, on peut réorienter le devenir. Tout n'est pas foutu, tout n'est pas perdu, même si, en dépit de tous les drames, donc c'est des lumières tragiques. Et il y a l'idée donc d'un projet politique, d'une démocratie, mais qui a besoin de transformation, qui ne peut pas aussi s'appuyer sur des institutions, ni même sur l'idée d'un peuple a priori. Donc il y a l'idée aussi d'organiser le forme de vie démocratique qui suppose que le bien commun n'est pas a priori, qui doit être institué, toujours dans une certaine instabilité. D'où l'idée de s'opposer aux schémas abstraits, mais aux idéologies, et de se donner les moyens de mettre en lumière les expérimentations qui, dans l'agriculture, l'éducation, le soin, soulignent des possibilités d'organiser l'agriculture, l'élevage autrement qu'avec ce schéma de la guerre. Parce que pour moi, le rationalisme qui s'est perdu, l'inversion du progrès en régression, de la rationalité en irrationalité, dont on a eu des manifestations différentes, mais massives, eh bien, il a une raison. Et il est lié justement à ces lumières qui ont oublié cette dimension corporelle et qui sont liées à ce que j'appelle un schéma de la domination, qui est triple: domination des autres, domination de la nature à l'extérieur de soi et domination de notre propre nature. Ça veut dire en un mot que c'est comme ça transforme tout en guerre. L'agriculture, l'élevage, le rapport à la nature, au vivant, la politique, le travail, en compétition, en guerre. C'est ce schéma-là que justement évidemment, ça ne se destitue pas comme ça, puisqu'il est tellement dans notre imaginaire que même ceux qui dénoncent la domination la reconduisent. Es braucht einen ziemlich radikalen Wandel, fordern Sie. Also diese Transformation, die ist gesellschaftlich, die ist mental von unserem Mindset her, von der Einstellung, um dieses Herrschaftsschema zu ersetzen.
gegenüber dem, was Sie Wertschätzung nennen. Und interessant fand ich im Buch, wo Sie schreiben, die Landwirtschaft, die Agrikultur ist ganz, ganz zentral. Das ist wie die Bauern, Bäuerinnen sind die neuen Pioniere dieser neuen Aufklärung. Warum ist das so? Les Lumières anciennes, mais même Marx, avaient un schéma très citadin. Le progrès, c'était la cité, les hommes des cités. Moi, je trouve que, justement, beaucoup de choses, l'agriculture est le problème et la solution. On voit souvent que le problème. Et l'idée, c'est aussi, par rapport à la transition énergétique, tout le monde s'y intéresse, on oublie souvent la transition alimentaire et la manière d'habiter, de cultiver les terres. Et il y a beaucoup dans la manière dont certaines personnes s'émancipent d'un schéma productiviste pour adopter des agricultures plus écosystémiques, ou permaculture, ou même plus écosystémiques. Eh bien, ce sont déjà ces signaux, ces pionniers des Lumières à l'âge du vivant qui s'émancipent et qui arrivent, souvent encore seulement au niveau local, à promouvoir des manières de produire, d'échanger et de vivre avec les autres qui sont vertueuses. Et il y a à la fois le rapport à la nature, aux animaux et la convivialité, le rapport aux humains, qui sont plus positifs. Donc, évidemment, ce n'est pas spectaculaire, on n'en parle pas trop, mais et c'est ça. Et donc, moi, j'essayais aussi de montrer que l'agriculture pourrait être au cœur des politiques nationales et européennes. Et c'est important de dire ça parce que quand on voit les aides de la PAC, elles vont souvent aux élevages intensifs et aux agricultures, on va dire, konventionell ou même intensiv. Um das etwas konkreter noch zu machen, Sie haben das Stichwort erwähnt, Permakultur. Das wäre jetzt eine Form gegen diese industrielle Landwirtschaft, gegen die Monokulturen, wo man versucht, Vielfalt anzubauen, auch die natürlichen Kreisläufe zu nutzen. Und dass man das ein bisschen besser versteht, schauen wir uns kurz einen Film dazu an. Permakultur gilt als Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft. Das Prinzip Vielfalt statt Monokultur. Die in den 70er Jahren entwickelte Anbaumethode soll die Kreisläufe der Natur nachahmen. Mit einem ausgeklügelten System werden die unterschiedlichsten Gewächse nebeneinander angepflanzt. Haselnussbäume und Beerensträucher, Kräuter und Zierblumen. Laut einer aktuellen Studie in 45 Permakulturbetrieben werden im Schnitt pro Farm 42 Pflanzenarten vereint. Diese Vielfalt ist der Schlüssel. Sie macht Pflanzen robuster und weniger anfällig für Schädlinge. Zugleich entstehen fruchtbare Böden. Monokulturen dagegen sorgen für ausgelaugte, nährstoffarme Böden. Durch abgestorbenes Pflanzenmaterial bildet sich Humus. Und der ist als gigantischer Speicher von CO2 auch gut für das Klima. Doch bislang hat sich Permakultur nur in den kleineren Gärten bewährt. Und der Anbau verlangt viel Handarbeit. So scheint es mehr etwas für Liebhaber und Kleingärtner zu sein. Nicht vergleichbar mit der konventionellen Landwirtschaft, bei der große Maschinen, Pestizide und riesige Felder für maximalen Ertrag sorgen. Ist das der einzige Weg, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Befürworter sind überzeugt, auch mit Permakultur lässt sich Obst und Gemüse in großen Mengen produzieren. Denn die Anbaumethode hat zwei große Vorteile. Erstens, der Humus sorgt auf Dauer für höhere Erträge. Und die Anordnung im System macht Pflanzen widerstandsfähiger. Zweitens, der Anbau ist auch auf kleinsten Flächen möglich, sogar mitten in der Stadt. So entsteht ein Zuwachs an landwirtschaftlicher Nutzfläche. Gute Gründe, die Permakultur zu einer vielversprechenden Alternative zu machen. Ja, Frau Pélichon, ist dieses Konzept der Permakultur etwas, das Ihnen Hoffnung macht? Kann man das breitflächig einsetzen? Wäre das eine Form der Lösung? En tout cas, c'est une perspective très belle et je pense, mais pas seulement la permaculture, mais c'est vrai que c'est un signe d'espérance, oui, tout à fait. Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen existenziell reden, existenziell philosophisch, weil Sie sagen, es braucht natürlich diese Stellschrauben in der Politik, die man drehen muss, aber es muss auch in unserem Kopf ganz vieles passieren. Wir müssen unsere Sterblichkeit akzeptieren. Wir brauchen einen anderen Umgang mit dem Tod, mit Grenzen. Und wenn wir das nicht schaffen, nützt alles andere nichts. Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais essayé dans le passé d'insister sur l'estime de soi, le plaisir au changement,
avoir du plaisir à faire des changements dans les styles de vie, dans l'alimentation, et pas seulement l'éthique liée aux normes, aux Zollern. Mais c'est vrai, j'ai beaucoup insisté sur la vulnérabilité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le livre que j'écris actuellement, le rapport à la mort joue un rôle fondamental. Et c'est vrai, si on lit Kierkegaard ou d'autres, Ernst Becker, on voit que la mort, c'est difficile, bien sûr. Et il y a un déni de la mort. Et les religions ont longtemps apaisé cette angoisse de la mort en faisant penser à une vie au-delà. Dans notre société, il n'y a plus vraiment ça. Et on voit que le déni de la mort, le fait aussi de la terreur qu'elle inspire, pousse les individus à consommer, à s'enfermer dans le présent, paradoxalement, ou à se dire je suis impuissant, c'est terrifiant, alors je vais adhérer ou suivre un chef charismatique dont la force, dont la toute-puissance me permettra de vivre, de me sentir quelqu'un, d'avoir une sorte de toute-puissance par procuration. Je dis cela parce qu'on peut s'étonner que tous les rapports sur le climat, la crise sanitaire, on pourrait dire, ça a dû ouvrir les yeux des personnes. Eh bien, au contraire, les mauvaises nouvelles, je pense, réactivent notre angoisse de mort et réactivent les stratégies de défense que nous utilisons pour combattre cette terreur de la mort. Et donc, cela renforce la polarisation, le fait de s'opposer, d'être dans la consommation, la surconsommation, pourrait avoir le sentiment d'exister et d'échapper à cette déréliction. Alors moi, plus va, et j'écris un livre aujourd'hui sur l'existentialisme, plus justement je reprends les thèmes centraux de l'existentialisme. L'absurde, le fait de ne pas avoir de justification à son existence, d'avoir une déréliction, d'être jeté là, et de devoir, d'une certaine manière, trouver soi-même, en étant seul et sans excuse, comme dit Sartre, de devoir trouver soi-même une justification à son existence et un sens à son existence. Le sens, il n'est pas a priori. Mais l'absurde ne conduit pas à la désespérance, forcément. Il rehausse, il insiste, il pousse à prendre la mesure de sa responsabilité, seul et sans excuse, les deux. Responsable, mais en plus devant assumer les conséquences de ses actes. Et je crois que, d'une certaine manière, les crises actuelles, toutes les crises économiques, sociopolitiques, le mot crise est trop faible, la remise en question majeure exigée par la possibilité de notre impossibilité, la possibilité de l'effondrement, nous oblige à faire face à la déréliction, à l'incertitude aussi. On ne peut pas prévoir à l'avance et il faut se méfier des gens qui ont des schémas tout prévus et qui savent de quoi sera fait demain. Mais justement, l'existentialisme est une ressource. Et dans l'existentialisme, il y a effectivement un passage important sur le rapport à la mort. Qu'est-ce que j'en fais ? Pourquoi justement la mort, qui est la terme de mon existence, mais qui est aussi le fait que tout ce que j'ai fait est réduit à néant, d'une certaine manière, que beaucoup de mes actes et de mes œuvres seront oubliés. Donc ce sentiment d'être peu de choses, c'est très difficile à accepter, surtout quand on ne croit pas au paradis. Parce que si on a le paradis, on a quand même une compensation. Donc du coup, comment en faire, non pas l'apaiser, ça c'est mon opinion, c'est qu'il ne s'agit pas, ou dans mon travail, de l'apaiser avec un grand récit. Les grands récits nationaux ou l'écologie comme grand récit, c'est encore pour aliéner les personnes. Non, de le regarder en face. Et justement, quand on sait à quel point la vie est fragile, on le sait déjà quand on vieillit, hein, pas seulement, mais que le temps est compté, et quand on a aussi perdu ces illusions de toute puissance, que ce prestige attaché à la toute-puissance, à l'argent, à tout ça, s'est évanoui, ce qui reste, c'est le caractère précieux de la vie, des échanges humains, des choses qui ne sont pas monnayables. Et c'est ça qui peut... Et puis cette direction à donner, pas tout seul, mais quand même, quel monde... Comment je peux contribuer à un monde moins mauvais ?
Et ça, donc l'existentialisme est une ressource, et je crois que, et ça c'est très important de dire ça, parce que souvent on est dans aujourd'hui on est dans une pensée du mélange. Humains, animaux, microbes, ce serait pareil, donc on ne veut pas de la liberté, de l'humanisme, qui veut dire la singularité, la créativité, et que c'est à partir de l'humain qu'on peut réintroduire, changer le modèle de développement. Et l'existentialisme, qui était accusé, à juste titre, de ne pas avoir suffisamment souligné notre interdépendance et notre rapport à la nature. Mais en revisitant ces héritages, cet héritage-là, qui est lié à l'engagement, à la liberté, une liberté investie, Lévinas, d'une certaine manière, est un des pères de l'existentialisme, de la philosophie existentielle. Kierkegaard, ce que la mort fait à la vie, en quoi cette difficulté d'accepter ma fin peut ouvrir un sens de l'existence et que peut-être aujourd'hui c'est nécessaire parce que précisément les mauvaises nouvelles qui viennent et les pertes que nous allons subir, eh bien il faut les regarder en face et c'est ça qui fera qu'on évitera les impasses que sont la Tyrannie du Bien, les Ideologie ou Business as usual. Das klingt alles sehr gut, was Sie sagen, aber auch sehr schwierig umzusetzen, den eigenen Tod zu akzeptieren, loslassen zu können. Wir haben mit der Hoffnung angefangen, dieses Gespräch. Und Sie sagen, wir brauchen wieder einen Hoffnungshorizont. Und Sie schreiben im Buch sogar von Transzendenz. Also wir brauchen wieder einen Sinn für Transzendenz, für etwas, das über uns hinausgeht, wofür wir einen Beitrag leisten können, eine Welt, die nach uns weitergeht, zu der wir unser Bestes beitragen. Sie möchten das aber nicht religiös verstehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Welche Form von Transzendenz, an welche Form denken Sie da? Alors, il y a deux transcendances, deux manières de penser la transcendance. Ou, excusez-moi pour le mot difficile, une transascendance, c'est-à-dire on va s'élever vers ce qui est supranaturel. Das wäre eine religiöse Dieu, Form vielleicht. Eine ou religiöse une transdescendance, c'est-à-dire que ce ne sera pas de Dieu, mais on va penser en approfondissant, en descendant, en approfondissant la connaissance de soi comme être charnel, vulnérable, mortel. En approfondissant cela, la conscience d'appartenir à un monde plus vieux et plus vaste que soi, qui nous a accueillis à notre naissance, qui, j'espère, survivra à notre mort individuelle, cette conscience d'appartenir à un monde commun qui me dépasse, qui est fait des générations présentes, futures, passées, du patrimoine naturel, technique, culturel, eh bien cette conscience d'appartenir à un monde commun, qui est une transcendance dans l'immanence, devient une évidence, devient un savoir incorporé, vécu qui change tout. Parce que quand j'ai conscience d'appartenir à un monde plus vaste, plus vieux que moi, et que je sens finalement les ancêtres qui débordent mon existence, que je sens de la gratitude envers les combats politiques de nos aînés qui nous ont permis d'avoir des vacances, des congés payés, etc. Que je sens le lien profond m'unissant aux autres vivants, eh bien, je n'ai pas envie d'exercer ma domination sur autrui. Moi, j'avais parlé de transdescendance, qui est une expérience que je fais de mon appartenance à ce monde commun, parce que ça élargit mon spectre, ça élargit ma subjectivité. Et c'est l'idée de trouver quelque chose qui articule l'intellect, les connaissances, les évaluations, ce à quoi j'accorde de la valeur, les affects, qui sont ce qui me pousse à agir, et le comportement. Puisqu'on voit bien que, en général, le problème, c'est la conscience et le comportement qui divorcent, qui sont en conflit. Et du coup, je trouve que, justement, en revenant à la nature comme réalité vécue, c'est-à-dire en prenant non pas la nature comme abstraction, mais un milieu
Le mot milieu dépasse le dualisme nature-culture. Le paysage, c'est une nature habitée, en ayant ces relations à la nature, ces relations aux animaux. On apprend à être un moi qui n'est pas comme un empire dans un empire, et les dispositions morales pour en prendre soin s'imposent un peu plus d'elles-mêmes. Frau Pélichon, wenn ich Ihnen zuhöre, klingt es für mich so, als müssten wir unser Verhältnis zu uns selbst als Menschheit, als Menschen, Oui. aber auch zu der Natur sehr fundamental anders verstehen. Und das hat viel auch mit Demut zu tun, also dass wir kleine, unwichtige Wesen sind in der großen Natur. Und im Deutschen gibt es ja diesen schönen Zusammenfall. Also Demut, in diesem Wort steckt auch das Wort Mut drin. Ist das vielleicht ein Schlüssel, um wieder Hoffnung zu finden? Demut und Mut, dass da ein selbes Wort drinsteckt? Ganz kurz zum Schluss. C'est magnifique. Il faut penser entre les langues. Et c'est vrai que Demut, Mut, penser le courage, penser l'humilité, en français c'est humus, la terre, comme aussi lié au courage, le courage de reconnaître sa faillibilité. Parce que l'humilité, c'est difficile. Bernard de Clairvaux l'a comparé à un breuvage amer. Et moi, je dirais que ce n'est pas une vertu, mais une méthode qui nettoie le terrain, qui vraiment, parce qu'on a souvent de l'orgueil, mais comparer justement le courage, ne pas le voir à la lumière de l'héroïsme. Souvent, les gens qui pensent au courage l'associent à la posture du soldat qui est vaillant. Es ist das Gegenteil. Et là, Mut bedeutet Schwäche zu akzeptieren. C'est une vaillance dans la fragilité, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est comme moi, je cherche en fait une puissance qui ne soit pas la domination. Notre ami Spinoza distinguait potestas et potentia. C'est vrai qu'il y a la puissance qui n'est pas forcément le pouvoir, qui est très important politiquement, l'institution, le pouvoir instituant et celui qui a le pouvoir. Moi, ce que je cherche, c'est une sorte de puissance douce qui connaît l'amertume, justement, de la faillibilité, des difficultés, du trotz, du en dépit d'eux, mais qui arrive quand même à retrouver une capacité d'agir. Puisqu'on a commencé avec l'espérance dans le contexte du désespoir ou de la climat-catastrophe, on peut pas laisser un jeune... moi, j'ai une amie dont le fils passait ses journées entières au lit. Il ne voulait plus se lever en raison de l'état actuel du monde. Donc, il restait, il ne voulait plus aller au lycée, il ne voulait plus étudier, il voulait plus... Donc, pendant des mois. Donc, vraiment, toutes les manifestations de l'éco-anxiété. Donc, ce n'est pas abstrait. Ouais. Et elle voulait l'envoyer chez un psychiatre. Et moi, l'idée d'une sentinelle, oui, tu as raison d'une certaine manière. Et ce garçon, il a fait du bien à ses parents. Parce que justement, il leur a montré que non, la consommation, les avions, tout ça, c'était pas formidable. Mais évidemment, après, il faut quand même en sortir de cela, parce que ça comporte des dangers. Et ces dangers que je connais aussi pour avoir vécu, quand j'étais jeune, une grave dépression. Mais comment, justement, on arrive à faire surgir l'origine de ce sentiment d'impuissance, c'était l'amour du monde, et comment on arrive à créer chez quelqu'un un sentiment d'estime de lui-même qui donne l'énergie, même si c'est une petite énergie, pour se lever et faire autre chose que rester à fumer des cigarettes toute la journée. Und diese Energie, vielen herzlichen Dank, die wünschen wir allen und auch Ihnen, um dieses fast Unmögliche durchqueren zu können und wieder einen Funken Hoffnung spüren zu können. Vielen herzlichen Dank für dieses angeregte Gespräch. Merci beaucoup aussi. Ja, wie steht es um eure Hoffnung angesichts von Naturzerstörung und Klimakrise? Schreibt es uns in die Kommentare. Und hier findet ihr wie immer 2 spannende Gespräche zum Weiterdenken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns und empfiehlt uns weiter. Tschüss und auf bald.